Bienvenue à ce DEJ ENR du coup numéro 9 sur co-développer un projet éolien. Et donc, pour démarrer, alors, est-ce que ça va bien passer la diapo? Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend effectivement par co-développer un projet? Qu'est-ce que le co-développement? Donc, le co-développement, c'est quand plusieurs acteurs vont ensemble peser dans le financement et la gouvernance d'un projet d'énergie renouvelable, vont ensemble dérisquer et développer un projet ensemble. Je reviendrai sur cette notion de dérisquage juste après. Et c'est aussi le fait que ces acteurs ont ensemble un intérêt commun à développer ensemble un projet. Du côté acteurs locaux, donc que ce soit citoyens ou collectivités locales, c'est l'intérêt de pouvoir reprendre en main le développement des projets sur leur territoire, pouvoir en maîtriser toutes les décisions, pouvoir maîtriser l'implantation et le développement sur leur territoire. Et du côté développeurs privés, c'est aussi l'intérêt d'associer les acteurs locaux le plus en amont possible dans les projets pour, notamment en tout cas dans le cadre de l'éolien par exemple, faire face ensemble à des oppositions possibles, voilà, pouvoir euh, permettre aux acteurs du territoire de mieux reprendre en main ces projets. Donc, comme je le disais, cette notion de risque, dans un projet, il y a plusieurs étapes qui va de l'étape prospection, donc plutôt émergence d'un projet, jusque exploitation, démantèlement ou repowering. Donc, repowering, quand on réinstalle de nouvelles machines plus puissantes à la place des anciennes. Et donc, sur un projet, on a cette notion de risque. Donc, en phase d'émergence, développement, le risque va être beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, faire de la prospection. Donc, on va dire, ce terrain-là est propice à l'implantation d'un parc éolien parce que, à première vue, les enjeux de vent ont l'air acceptables. Les postes de raccordement sont assez proches et ne semblent pas, en tout cas, très coûteux, etc. Pas d'enjeux, en tout cas, environnementaux très menaçants à première vue. Mais on en reste à là, c'est-à-dire que ça va être les études qui vont nous dire effectivement les enjeux environnementaux sont faibles, effectivement on va pas avoir de contraintes par exemple aéronautiques de radar par l'armée, etc. Donc les risques sont quand même très élevés au début de ces projets-là. Et plus le temps dans le projet va évoluer, plus on va dérisquer ce projet. Donc, les études vont montrer que il n'y a pas euh, d'espèces sensibles sur site, qu'effectivement les enjeux aériens de radar ne sont pas un problème pour implanter le parc éolien. Et donc, les risques vont diminuer au fur et à mesure du projet. À l'inverse, donc ce qu'on appelle le ticket d'entrée dans un projet, donc l'investissement que les acteurs locaux vont avoir dans les projets, va augmenter au fur et à mesure du projet. Quand les risques sont très élevés, le ticket d'entrée dans un projet va être plutôt faible. Et quand le projet va être dérisqué, qu'on va mener des études environnementales, de risques, de sol, de vent, etc., ça va avoir un coût pour mener ces études-là. Et donc, plus tard on entre dans un projet, plus le ticket d'entrée dans ce projet va être élevé. Et donc, l'idée de co-développer un projet, ça va être de partager ces risques et cet enjeu financier dans les projets entre les différents acteurs. Plusieurs possibilités existent dans un co-développement. On a la première option de financement participatif où là, ça va pas vraiment être un co-développement, ça va plus être la dette du projet qui va être ouvert au financement sur les plateformes en ligne aux acteurs locaux, collectivités, habitants. Et donc, le co-développement va vraiment entrer quand on va permettre aux acteurs locaux d'entrer au capital du projet. Donc, un projet va être financé en partie en dette, que ce soit voilà, dette bancaire ou financement participatif. Et ça va être le reste qui va apporter en fonds propres. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris. En gris, en tout cas, et en orange plus foncé ou plus clair. Donc, il y a
une première option où c'est vraiment l'opérateur privé qui reste quand même majoritaire dans les projets et où les collectivités et les citoyens vont être minoritaires. Donc, on va dire environ inférieur à 30% d'investissement. On a une option entre 30 et 40%, ce qu'on appelle la minorité de blocage. Donc, les citoyens, les collectivités vont obtenir 30 à 40% du financement en fonds propres dans ces projets. Et donc, ils vont avoir une minorité de blocage sur les décisions qui vont être prises dans ce projet. Et enfin, on a une option où les acteurs, citoyens, collectivités locales, vont être majoritaires. Et là, c'est l'opérateur privé qui va être plutôt minoritaire, où il va avoir beaucoup moins d'importance sur les décisions qui vont être prises. À savoir aussi que l'investissement, enfin le pourcentage d'investissement est pas forcément corrélé au pourcentage de décision. Tout ça, c'est des négociations du coup à avoir en fonction de nos besoins, de nos envies, de nos capacités également d'investissement dans un projet. Mais tout l'intérêt de ce co-développement, c'est de partager d'une partie l'enjeu financier et d'une partie l'enjeu du coup des risques, du partage de la valeur et du partage des risques dans ces projets. Et du coup, ces partages peuvent intervenir à différents moments aussi du projet et en fonction des différents types d'acteurs qu'on veut ou non inclure dans ces projets. Donc, comme je le disais, un projet, il y a différentes phases. Donc, voilà, les trois plus grosses phases, c'est la partie développement, la partie construction et la partie exploitation. Et donc, en fonction des opérateurs qui sont à l'initiative des projets, le partage de cette valeur va être différent en fonction des acteurs. Quand c'est un développeur qui est à l'initiative du projet, il va plutôt être là, du coup, majoritairement en phase de développement et où les acteurs territoriaux vont être également présents, mais plutôt en minorité. Et comme son rôle, c'est vraiment simplement de développer les projets en phase de construction et d'exploitation, ça va être les acteurs locaux qui vont reprendre la main plus ou moins à 100% sur ces projets-là. Si c'est un opérateur, un développeur et exploitant qui a l'initiative du projet, et ben, en phase de développement, ce partage de la valeur va être choisi en fonction aussi des capacités de chaque acteur. Ici, le développeur exploitant est plutôt majoritaire en phase de développement, mais le partage de valeur peut être différent en phase de construction et d'exploitation. Et enfin, quand c'est le territoire qui est vraiment à l'initiative d'un projet, c'est lui qui va rester majoritaire sur toutes les phases du projet. Donc voilà, donc c'est pour vous expliquer un peu que le co-développement, c'est vraiment quand on va partager la valeur financière, mais également la gouvernance dans un projet, et on va co-construire un projet avec les opérateurs privés en fonction également des différentes phases du projet. Et alors, je vais laisser la main à Jacques Gondal de la SEM Terre ENR sur le territoire des Vosges, qui va pouvoir du coup vous faire un peu un retour d'expérience sur leur projet. Alors, comment j'arrête le partage? Voilà. Sur leur projet éolien et un peu le partage de ces valeurs de projet sur leur territoire. Alors, on ne t'entend pas du coup. Alors, est-ce que je peux peut-être... Alors, moi, je ne t'entends pas en tout cas. Je ne sais pas si ça vient que de moi. On n'entend pas en effet, mais le Ouais. micro est bien activé. Hum. Alors, Peut-être quitter et revenir. Vous m'entendez? Ah, ça y est, on ça vous y est, ouais, entend. c'est bon. Ok, magnifique. Très bien. Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien, ouais. Ok, alors je vais présenter rapidement ce que c'est la SEM-TerreNR en 2 mots, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, la SEM-TerreNR, en fait, c'est un outil territorial qui a été développé pour répondre à un projet de territoire à énergie positive, un territoire TEPOS, qui a été construit dans le cadre de la stratégie du SCOT des Vosges centrales, SCOT étant un outil d'urbanisme
et d'aménagement du territoire qui se projette sur les 20 prochaines années. La première étape, ça a été de définir quelles étaient l'ambition à horizon 2050, donc c'est l'autonomie énergétique territoriale. 2030, il y a eu une planification pour viser 46% d'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Cette stratégie s'appuie sur le triptyque négawatt avec un développement des énergies renouvelables qui peut se faire que en couplant un développement massif des énergies renouvelables à des dynamiques de sobriété et d'efficacité énergétique. Dans le cadre du SCOT des Vosges centrales, en fait, il y a eu tout un suivi. Donc là, en fait, on voit de façon synthétique l'évolution des consommations énergétiques en orange, le développement des énergies renouvelables, et ce qui a été observé depuis sa mise en œuvre dès 2012 à l'objectif 2030-2050. Ce qu'il en ressort en fait de tout ce travail de concertation en fait qui a été mené à l'échelle des différentes communes, hein. On a 154 communes sur les Vosges centrales. Ce qu'il en ressort, c'était de se dire oui aux énergies renouvelables, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, avec notamment une association et des riverains et des communes, tout un travail de concertation et l'objectif de flécher, de partager la valeur des projets d'énergie renouvelable pour financer cette transition énergétique. Donc, tout le volet travail sur la sobriété, l'efficacité énergétique est mené à l'échelle intercommunale. Et l'outil de la SEM-TerreNR, c'est justement pour amplifier les retombées des projets d'énergie renouvelable et défendre ses ambitions. On est sur une société publique-privée capitalisée à hauteur de 4 675 000 € avec 70% de fonds publics majoritairement détenus par l'agglomération d'Épinal, la petite Comcom Mirecourt-Dompierre également et la région Grand Est. Les actionnaires privés de la SEM sont la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, un quart de l'investissement, deux banques locales, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, notamment pour pouvoir faire du financement participatif, et Énergie Partagée Investissement pour l'actionnaire dans l'actionnariat de la SEM, aux côtés de la Chambre d'agriculture qui nous a rejoint en fait en 2023. L'intérêt du projet participatif citoyen, c'est, j'imagine, quelque chose que vous avez déjà entendu parler, c'est que il y a une étude qui a été faite par Énergie Partagée qui démontre que pour 1 € investi, c'est 2,5 € qui profitent au tissu économique local. Et là, on voit bien que le rôle de la SEM, c'est de travailler, bien sûr, la fiscalité, on ne peut pas trop y toucher, bien qu'au niveau intercommunal, on peut alimenter des fonds de concours. C'est ce qui se passe sur la Comcom Mirecourt-Dompierre pour permettre aux communes d'implantation de bénéficier de plus de fiscalité, notamment l'investissement public citoyen permet à la fois de flécher des prestations en phase d'exploitation pour améliorer en fait les mesures de compensation, justement pour flécher les retombées sur des projets qui visent sobriété et efficacité. Et le rôle de la SEM donc, est de faciliter face aux développeurs en fait, la participation des acteurs du territoire. On entend par acteurs du territoire les collectivités, les citoyens, les entreprises locales. Et la SEM, en fait, travaille sur la négociation des contrats, prend les risques comme un développeur privé en apport en fonds propres ou quasi fonds propres sur toutes les études lors de la construction. Et l'intérêt de la SEM, c'est de s'effacer, c'est-à-dire de céder ses titres au profit des acteurs locaux. Nos premières réalisations, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout cibler sur l'éolien, on a 3 premières opérations qui ont été réalisées. Une opération d'autoconsommation collective avec la Maison de l'Habitat et du Territoire, qui est le siège de l'agglomération d'Épinal,
qui est une boucle d'autoconsommation collective. On a un premier projet de centrale solaire sur un ancien site d'enfouissement à Golbet, où là, justement, le co-développement permis une entrée au capital à la fois de la SEM et de la commune de Golbet à hauteur de 25%. Et on va pouvoir parler plus en détail, en fait, du parc de Madon et Moselle avec Neoen, où la SEM est rentrée à 9%. Et on va pouvoir parler également de Gruel Assurance. Gruel Assurance, c'est un parc qui a été co-développé avec H2R, et notamment où le but est de loger 2 éoliennes sur les 8 éoliennes autorisées dans une holding territoriale détenue 100% Terre ENR, où le but est justement de s'effacer au profit des communes et des citoyens. Alors, il faut savoir que si je reprends ces deux projets, on en a d'autres en portefeuille. La stratégie de la SEM était de se dire, si on fait de l'éolien sur le territoire, même si l'initiative a été portée par les développeurs, je prends le premier parc, le parc Madon-Moselle, en fait, on était sur un parc qui était déjà qui était en contentieux, qui n'était pas encore autorisé, où la discussion de co-développement était de se dire, OK, OK pour de l'éolien. Par contre, on souhaite que tous les projets éoliens, même s'ils sont à l'initiative de développeurs privés, soient détenus en partie par les collectivités via la SEM Terre-ENR, et après, même de façon directe avec en direct par les communes. Ce premier parc, en fait, vous imaginez Neoen en position de force qui a développé complètement le projet. Comme pour le projet H2R, en fait, c'était une démarche qui était à l'initiative du développeur. Et je vais dire pour Neoen, pour le parc Madon et Moselle autour de Dompère, je vais dire l'action de la collectivité, en fait, était finalement très faible puisque le projet était déjà autorisé. Donc le co-développement, il s'est plutôt traduit par une négociation avec le développeur qu'est Neoen pour dire, OK, vous souhaitez développer d'autres projets sur le territoire. À ce moment-là, on rentre dans un parc qui est quasiment autorisé et en contrepartie, on va développer un autre projet en co-développement et cette fois-ci de façon plus intense, où là, en fait, sur le parc, un autre parc sur le territoire, on soit à hauteur de 40%. Donc là, en fait, c'est plus les mêmes discussions. Sur le parc de Gruel Assurance, on était en amont en fait, de la demande d'autorisation et le co-développement s'est traduit, alors ce qu'eux, ils appellent de l'apport en industrie. En fait, c'est de l'apport en acceptabilité territoriale du projet. Et c'était justement, c'est pour ça qu'a été négocié en fait, le fait que on veut bien soutenir le projet en phase d'autorisation. Par contre, la contrepartie, c'était de se dire, on, on vous accompagne sur le soutien si et seulement si, parmi les 8 éoliennes que vous proposez dans le dossier d'autorisation, 2 éoliennes puissent être portées à 100% par le territoire via une société de projet qu'on a appelée Lune ENR, où là, on ferait place totalement au portage participatif citoyen. On a donc, je ne vais pas rentrer, mais si je zoome, en fait, on a d'autres projets éoliens en fait, qui sont en cours d'étude. Donc, vous retrouvez en fait le parc de Solanval, où là, cette fois-ci, on est à 40%. Et là, on est au tout début du projet. En fait, il faut savoir que, j'allais le dire, chaque cas est différent. Quand on est à l'initiative du projet ou quand c'est un développeur qui initie la démarche, c'est pas du tout la même chose. Et comme l'a expliqué Maëlle en introduction, c'est vraiment en amont du projet qu'on va discuter avec le développeur un protocole de co-développement
C'est là tout l'intérêt en fait de se faire accompagner. Quand je dis se faire accompagner, c'est à la fois d'un point de vue juridique, euh, à la fois sur la lecture en fait du développement économique pour savoir vraiment qu'est-ce qui peut être partagé et quelles sont nos attentes. Et donc dans ces protocoles de co-développement qu'on négocie avec les développeurs, on va discuter la répartition du rôle entre les différents intervenants. Et ça peut aller jusqu'à la maîtrise foncière. Donc, par exemple, nous, ce qu'on demande pour les tout nouveaux projets, on demande que les promesses de bail soient signées non seulement par une promesse de bail au nom du développeur, mais là, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit aussi signataire de la promesse de bail. Ce qui nous permet, en fait, de détenir autant les promesses de bail et d'avoir également ce rôle de discussion avec les propriétaires exploitants, de discussion avec les communes sur les mesures de compensation et de discussion, j'allais dire, avec les services instructeurs pour faciliter l'acceptabilité du projet. Et à ce moment-là, en fait, quand on est très en amont du projet, ça va se traduire par une présence terrain, par des liens très proches avec les maires et les conseils municipaux pour bien faire comprendre et aux développeurs et aux territoires il n'y a pas de projet d'énergie renouvelable, j'allais dire sans impact. Et j'allais dire, même en phase d'exploitation, on va avoir par exemple, on a le cas en fait sur le premier projet qu'on a développé, on n'est pas à l'abri en fait que une fois que le parc est en exploitation, qu'on puisse avoir des impacts en fait sur par exemple sur des espèces emblématiques comme le Milan Royal qui amènent en fait des mesures de compensation. Et c'est des choses qu'on a amené à discuter, y compris en phase d'exploitation, pour mettre en place en fait des mesures de bridage, des mesures de fléchage d'une partie des bénéfices du parc pour mettre en œuvre différents dispositifs, soit de suivi environnemental, soit de mesures d'accompagnement, soit en fait même d'avoir en fait tout un volet pédagogique et un volet, entre guillemets, d'accompagnement environnemental du parc. Alors, je ne sais pas à ce stade-là si vous avez déjà des questions, si vous voulez que je zoome plus sur un projet plus que l'autre. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou éventuellement à lever la main. Vous avez un petit outil réaction en bas et vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et sinon, je te propose si tu veux faire un petit focus sur un des projets, Jacques, en attendant que les questions arrivent peut-être. On t'entend plus à nouveau. Et nouveau, c'est mieux. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, si je prends l'exemple de Solanval, ça va être le cas pour Solanval, ça va être le cas pour d'autres, ça va être le cas pour Gruel Assurance. Ce qui a été convenu, en fait, et ce que souhaitent souvent les développeurs, c'est qu'ils aient qu'un seul interlocuteur au sein de la société de projet. C'est-à-dire qu'ils souhaitent, dans l'actionnariat, que la SEM crée une holding territoriale et donc qui détermine un interlocuteur pour discuter avec le développeur et que tout le lien avec le territoire se fasse en fait dans une holding, c'est-à-dire prend le projet Solanval où Neoen détient 60% des parts, la SEM 40%. L'idée, c'est que cette holding territoriale, donc on crée une SA. Dans cette SA,
on fasse intervenir en direct les communes. Et donc là, en fait, la loi de 2015 permet à toutes les communes limitrophes à la zone d'implantation de pouvoir entrer au capital. Par exemple, à ce moment-là, en fait, les communes peuvent délibérer en fait pour reprendre des parts. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'on vient associer les citoyens à la gouvernance avec du financement participatif citoyen. Sachant que nous, en fait, dans notre stratégie, en fait, les projets sont assez longs. C'est des choses, en fait, par exemple, sur les tout nouveaux projets, au départ, en tout cas dans notre choix, en fait, on va pas créer tout de suite les sociétés de projet parce que ça demande des frais, notamment tout ce qui est commissaire aux comptes, la vie d'une société de projet, mine de rien, c'est plus de 10 000 € de fonctionnement pour établir les comptes, etc. Donc, c'est des choses, généralement, en tout cas, pour nous, en fait, on met en œuvre, on crée la société de projet avant le dépôt pour limiter ces frais de fonctionnement de société. Mais par contre, dans un document contractuel sous forme de protocole de co-développement, on va définir les règles d'entrée-sortie des actionnaires, les règles de gouvernance en comité stratégique, les règles d'association de la population. Et à titre d'exemple, ce qu'on va faire de façon c'est qu'on va exprimer le rôle de chacun à chaque étape. Et puis, par exemple, nous, ce qu'on demande de façon privilégiée, c'est que l'implantation finale du projet, que ce soit à l'unanimité en fait, des acteurs territoriaux. C'est-à-dire que le développeur peut proposer des scénarios d'implantation. Le dernier mot euh, va être au niveau du territoire. Et l'actionnaire territorial donc, euh, va être cette holding territoriale. Donc, en gros, est en charge de la concertation avec la population, avec les acteurs locaux, que ce soit les associations environnementales ou les communes, pour décider quelle va être l'implantation qui pourra être déposée en phase d'autorisation. Autre élément sur lequel on garde la main, c'est la validation des contrats de développement, des contrats d'AMO construction, des contrats d'exploitation, de façon à ce que, parce que ça c'est assez classique, on voit qu'au niveau de la modélisation économique, le modèle économique du projet est autant sur les contrats d'exploitation que sur les autres contrats AMO construction, contrats de développement. Et le fait de garder la main en tout cas sur les contrats et sur les prix, ça permet aussi juste de pouvoir, par exemple, définir qu'une partie des charges d'exploitation soit dédiée à l'animation territoriale, à la mesure en place, à des mesures alors, qu'on va appeler compensatoires, mais par exemple, ça peut être le fait de financer un poste d'économe de flux au sein de la communauté de communes. Ça peut être d'avoir tout un travail sur la biodiversité pour faire en sorte il y ait le moindre impact sur le parc, ou ça va être la négociation des loyers. Il y a un gros sujet, en fait, chaque fois, en fait, que ce soit sur le loyer, que ce soit en fait sur les remontées de dividendes ou que ce soit sur les mesures compensatoires qui sont souvent en fait un pourcentage des frais d'investissement, c'est des choses qui se négocient et des choses qui se mettent dans un business plan et le fait d'avoir de la gouvernance et d'avoir justement cette unanimité en fait dans les choix stratégiques, ça nous permet, même si on n'est pas l'actionnaire majoritaire, nous permet de garder la main. Autre élément
que l'on souhaite maîtriser en phase de gouvernance, c'est tout ce qui est lié en fait au choix des budgets annuels de fonctionnement de la société, où on va justement faire en sorte de pouvoir encadrer et valider les contrats de prêt parce que, étant actionnaire territorial, on n'a pas les mêmes moyens en fait que, les développeurs privés qui parfois peuvent être cotés en bourse et qui quelque part, peuvent demander en fait, de poursuivre le développement alors que c'est pas forcément un choix politique, local ou alors, parce que tout simplement en fait on n'a pas les moyens de densifier un parc ou que c'est pas souhaité. C'est des éléments, en fait, cette discussion, qui en fait finalement, va pouvoir, rentrer en jeu sur, un projet qui aura avancé depuis entre 5 et 10 ans et c'est des choses qui se discutent dès le départ, avant même en fait qu'on commence la phase de développement et c'est ça ce qui est assez troublant, hein, on a l'impression en fait que, finalement on avance, petit à petit mais en fait le plus on anticipe la durée de vie du projet, le plus quelque part, on met des garde-fous dans un document juridique qui protège l'actionnariat local. Du coup, merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a deux questions pour le moment dans le chat. La première, donc, qui sort un peu du cadre éolien, mais qui est pour agrivoltaïque, pardon. Vous êtes sur combien d'hectares pour chaque projet? Photovoltaïque, donc sur Tottinville, on est sur donc un pâturage au vin existant. On arrive sur un projet qui dépasse les 40 hectares. Il faut savoir en fait que, et donc ça c'est sur Tottinville, donc là on est sur pâturage au vin. Donc il y a avant le développement du projet, il y a déjà du pâturage au vin, et c'était de se dire, on vient rajouter une activité énergétique à l'activité d'élevage. On t'entend de nouveau plus. Ok, c'est mieux? Voilà, parfait. Je ne comprends pas pourquoi ça fait sauter mon micro, mais sur le pâturage bovin Exertigny et la Vosges-les-Bains, là on va arriver en gros sur le plus petit projet qu'on peut voir en agrivoltaïque. Là on est sur 15 hectares sur une commune et 20 hectares sur l'autre. Et on n'a pas, enfin 15 hectares en agrivoltaïque, c'est pour le moment le plus petit, la plus petite surface sur laquelle on peut imaginer un projet, parce qu'en fait les coûts de raccordement sont très élevés. Et on va avoir en fait un ratio à l'hectare en fait qui va être finalement assez fort. Là où dans une centrale au sol, on peut descendre en dessous du seuil de 1 mégawatt par hectare. Là, grosso modo, en fait, sur de l'agrivoltaïque, on sera plutôt autour de 0,7-0,8 mégawatts par hectare. Avec la problématique, c'est que quand on est en agrivoltaïque, on est obligé de monter beaucoup plus haut au niveau des panneaux, donc ça fait un surcoût en fait en termes d'implantation, hein, on va chercher, notamment en pâturage bovin, on commence en fait avec des panneaux qui sont 4 mètres, d'où toute la difficulté de faire tenir les panneaux avec des pieux à cette hauteur. Et on va espacer les rangées de façon à ce que des tracteurs puissent passer entre les panneaux. Donc, on peut avoir des écartements qui peuvent aller jusqu'à 10-11 mètres. En fait, forcément, on met beaucoup moins de panneaux
et avec des coûts d'infrastructure qui sont beaucoup plus élevés. Sachant que pour le moment, dans les projets qu'on développe, en fait, on n'a pas de... euh, euh, on parle pas sur des trackers. C'est-à-dire que ça reste du panneau fixe, parce que ça, c'est encore une autre problématique qui viendrait dégrader la rentabilité du projet. À la fois, on gagne en productible, mais à la fois, on perd avec des frais de maintenance, d'exploitation qui sont plus élevés. Ok, super, merci. Et autre question, et je propose que ce soit la dernière, en tout cas, il n'y en a pas eu d'autres, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les écrire, on pourra vous répondre a posteriori. Du coup, sur le co-développement, du coup, plutôt éolien, quels arguments pour stimuler la volonté des acteurs du territoire de participer très tôt au financement? Entreprises du territoire, collectivités voisines, citoyens. Euh, Alors, pour le moment, enfin, en tout cas sur notre territoire, on n'a pas on n'associe pas de l'investissement à risque en phase développement. Ça a été, enfin, pour le moment, ça n'a pas été une demande. Euh, et même quand on le propose, je pense notamment, on a un projet sur toiture agricole à La Chapelle-aux-Bois où on a 2 mégawatts sur toiture agricole où on aimerait pouvoir faire, j'allais dire, un nec plus ultra de l'investissement participatif citoyen où les agriculteurs prennent part à la société d'investissement. On voit que ce n'est pas forcément une demande de la part des agriculteurs, euh, puisque la première démarche, c'est que l'agriculteur souhaite avoir un modèle économique basé sur la location où l'agriculteur, en fait, remplace sa toiture et par le biais de sa location, en fait, retrouve ses petits coûts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait sur d'autres territoires, qu'on essaye d'insuffler, mais c'est en fait les projets d'énergie renouvelable sont assez longs, sont longs, euh, et quand on, quand on est au tout début du projet, on est incapable de dire quelle puissance, quelle production, quel coût. Donc on est sur une part d'investissement avec finalement beaucoup d'incertitudes. Donc on est absolument incapable de dire combien, combien on va pouvoir rémunérer en fait l'actionnariat au départ. On n'en a pas rencontré jusqu'alors. Donc, pour le Ok. moment, en fait, c'est plutôt en phase de développement quand on y voit plus clair, c'est-à-dire quand on a quand même une esquisse du projet qui se veut la plus juste. Euh, voilà le projet, voilà ce qui va ressembler. Euh, donc on peut imaginer telle retombée économique. Et c'est vrai qu'au début, que ce soit en éolien ou en solaire, euh, en fait, on est incapable de dire le nombre de machines, le productible. On est sur des fourchettes qui sont assez étonnantes. Et on va terminer par un dernier exemple. On a eu le cas en fait sur les éoliennes de Gruet-les-Surences. En fait, on a eu l'autorisation sur la base de cette participation territoriale et de pré-construction. On a pris plus 40% en fait sur les turbines. 40% sur les turbines, ça signifie que derrière, en fait, avec l'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, on avait un projet qui était économiquement difficilement viable pour 2 machines. Avec toute la difficulté, ensuite, si on veut faire de la levée de fonds, il faut être capable de pouvoir dire à quelle hauteur on peut rémunérer les gens. Et donc, sur ce projet-là, notamment, on est en train de rechercher un autre modèle économique qui est celui de la vente via les appels d'offres de la Creux, en cherchant notamment à faire ce qu'on appelle des contrats en gré à gré ou corporate PPA, où on va chercher à vendre en direct à un consommateur l'électricité produite
Donc, un prix qui est plus intéressant, en fait, que des appels d'offres de la CRE, quoi. Super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage qui était effectivement assez complet, qui a pu montrer bah, que chaque projet en co-développement est différent selon les attentes, les acteurs. Je vais juste reprendre la main sur le partage pour conclure. Hop. Alors. Donc, plusieurs ressources à votre disposition sur le co-développement, notamment une note qui a été rédigée par Énergie Partagée sur comment développer, qu'est-ce que c'est que le développement exactement, avec voilà, plusieurs cas pratiques, des fiches retour d'expérience de projets éoliens en co-développement, donc également sur le site d'Énergie Partagée. Bientôt, on espère, ce type de fiche également en grand test, pourquoi pas. Et puis des formations qui existent sur le co-développement. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers donc, du réseau Géclair ou Générateur qui organisons des formations sur le co-développement de projets. Et du coup, les prochaines dates à pas oublier, donc les prochains DEJ ENR, donc du 13 novembre sur les retombées économiques locales des projets ENR de territoire, et le 11 décembre sur la géothermie en Grand Est. Et n'hésitez pas à proposer dans le chat si vous avez déjà des idées de sujets que vous souhaitez voir abordés en 2024 sur ces DEJ ENR. Par exemple, l'agrivoltaïsme qui a été abordé tout à l'heure. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Nous, on en prendra compte et on essaiera de l'inclure dans notre programme de l'année prochaine. Et d'autres événements à pas manquer. Donc, le 27 octobre, un voyage d'études sur le bois énergie citoyen à Membré. Le 4 décembre, une formation sur l'autoconsommation collective à Reims. Et le 25 octobre, la suite du groupe de travail qui était fait initialement sur l'autoconsommation collective et qui se prolonge sur le sujet des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, vous pouvez retrouver le lien de connexion et toutes les informations sur le site des générateurs Grand Est. On vous le remettra dans les diapos à disposition avec ce replay. Et ben moi, je vous dis merci à tous pour avoir partagé. Merci Jacques pour ton témoignage. Et on se dit à bientôt. Au revoir.